Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Raphaël et pour cet épisode, on se pose au comptoir du catch, on s'est sorti un petit verre, on a fait notre petite commande et on va revenir sur la dernière année légendaire de la plus grande légende de l'histoire de la WWE, du GOAT, du Greatest of All Time. On va bien sûr parler de John Cena et du donc Last Time Is Now Tour de 2025. Je suis avec Deadpool Vince qui arrive avec les cacahuètes. Comment ça va, Vince? Eh ben écoute, ça va, comme tu le dis, voilà, une petite cacahuète, on a les bières qui sont arrivées, on va pouvoir faire un nouveau comptoir après celui consacré à AJ Lee et Hulk Hogan. Là, on va faire voilà, un petit récap sur la dernière année de Big John Cena. Et puis on va échanger, voir si ça nous a plu, ce qui nous a pas plu aussi, et puis voilà, c'est histoire de lui rendre un dernier hommage. Voilà, exactement, parce que c'est quand même un cas unique dans l'histoire du catch, avoir un catcheur qui se permet le luxe finalement de nous annoncer une année complète, de janvier à décembre, date à date, une longue dernière run, comme on dit, une dernière session, pour finalement, jusqu'à preuve du contraire, s'arrêter définitivement. C'est un cas assez unique. Est-ce que tu te souviens exactement à quel moment et à quel endroit on a appris ce projet de John Cena? Quand est-ce qu'il nous a annoncé l'existence de cette dernière année? Est-ce que tu te souviens? Il me semble que c'était un Money in the Bank. Je crois que c'était au Canada, à Toronto peut-être, Exactement. où il fait cette annonce, où il arrive avec un t-shirt déjà. Oula, il y a plus le montant est arrivé quoi. C'était bizarre comme t-shirt et là, bam, il balance effectivement que il a prévu une dernière année, que son corps, voilà, il est quand même âgé de 47 ou 48 ans et après 20 ans de bons et loyaux services, il était temps de tourner la page pour son corps, pour lui, pour nous aussi, garder une bonne image de Cena parce que c'est effectivement assez complexe pour terminer une carrière en tant que catcheur. Il y a souvent ce match de trop et voilà quoi. C'est exactement ça, oui, c'était bien à Toronto, donc c'était en juillet 2024. Il avait bien anticipé, il avait été introduit d'ailleurs par Trish Stratus, si ma mémoire est bonne ce soir-là, la locale de l'étape. Et C'est possible. il avait annoncé donc qu'il allait être là pour le Rumble, que ça serait son dernier, qu'il serait là jusqu'à WrestleMania, que ce serait sa dernière année. Et juste après, dans la foulée, il y avait une conférence de presse où il avait détaillé un petit peu plus en disant que ça serait une année complète, de janvier à décembre, et, euh, et que voilà, il était en train de préparer cette dernière année. Donc voilà, on l'a su quelques mois avant. Donc effectivement, 2025, bien sûr, a été marqué par cette dernière année de John Cena lors du tout premier Raw du mois de janvier, qui en plus était un événement énorme, le premier Raw sur Netflix. John Cena est venu et il nous a annoncé que tout le monde autour de lui parlait d'une seule chose, c'était de devenir pendant cette année 17e fois champion du monde et donc de battre le record de Ric Flair. Sur cette promo, il a commencé par faire preuve d'humilité, il a dit je me sens un peu largué, entre guillemets. Faut dire que les dernières apparitions dans les cordes de John Cena, si tu te souviens, il avait affronté Solo Sikoa, il avait perdu. Il avait eu un match contre Steel Theory à WrestleMania 39 qu'il avait perdu, qui nous avait pas laissé un souvenir incroyable. Bon, il avait fait quelques petits tag team matchs. Je me souviens d'un tag team match avec Kevin Owens, là, le dernier SmackDown de décembre en 2022, je crois. Oui, c'est ça. Histoire de dire qu'il avait réussi à catcher au moins un soir tous les ans depuis 20 ans ou je sais pas combien. Euh, voilà, il était dans une série plutôt négative. Bon, il était revenu aussi faire un petit coucou à Roman Reigns quelques années avant, il avait perdu. Le Firefly Funhouse, il avait perdu aussi, mais ça c'était un petit peu particulier, le Firefly Funhouse match. Donc il n'avait pas gagné depuis un moment.
Et il nous dit qu'il sent un petit peu largué quand même, que cette ambition de devenir champion du monde, ça lui paraît un petit peu lointaine. Mais tout en parlant, il dit ouais, mais attends, je peux gagner le Royal Rumble, donc je peux très bien me retrouver champion du monde à WrestleMania. Donc finalement, tout seul, en parlant, il se rend compte que quand on participe à un Royal Rumble, on devient challenger numéro un. C'est bien, il se rappelle un peu les règles. Et donc il se replace quand même parmi les favoris et bon, on va de suite arriver au Royal Rumble de 2025 à Indianapolis où effectivement il reste quand même plus de 30 minutes sur le ring et il se retrouve dans le Final 2 face à Jey Uso et on se dit alors que tout est possible mais finalement ce soir-là c'est Jey Uso qui gagne. Euh, bon, un John Cena un peu déçu, mais qui va féliciter le champion, enfin le gagnant du soir, hein, qui va l'adouber, le Jey Uso. Voilà, c'était la première apparition de John Cena en 2025, le tout début de la tournée d'adieu. Quel souvenir t'en as et est-ce que tu trouves ça bien là qu'on l'ait eu en Final 2 pour aider un peu à faire un adversaire de taille face à Jey Uso? Est-ce que l'utilisation était bonne, toi, t'as trouvé ce premier lancement? Alors, déjà, l'Euro sur Netflix ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, une promo assez basique, voilà, et puis ça nous paraissait tellement infaisable ce 17e titre, donc pour moi c'était vraiment une promo basique. Et puis donc il arrive en Final 2, déjà j'étais surpris parce que il y avait Jay en finale, et je trouvais que Cena était pas encore, parce qu'on va voir qu'au fil de l'année il a quand même bien monté en puissance en termes de ring, en termes de shape et tout ça. Je le trouvais pas encore très, voilà, c'était pas le John Cena qu'on avait connu. Donc j'étais étonné de les voir tous les deux, et puis la façon dont il est éliminé est quand même un petit peu ridicule, où c'est juste une petite poussette de Jay qui fait tomber John Cena. Bon, comme d'habitude, malgré la défaite, Cena reste grand seigneur, adoube l'ami donc Jey Uso, mais voilà, moi j'y ai pas prêté plus d'attention que ça, mais derrière il fait sa conférence de presse en disant que il va aller directement à l'Elimination Chamber et que c'est ce qu'il y a de mieux pour le business. Et ça, je pense que ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Mais voilà, pas grandement. Il m'a pas impressionné sur ce premier Royal Rumble. Je le trouvais quand même pas encore au niveau conditions physiques extrêmement voilà, bonne condition. Ouais, c'est vrai que les dernières apparitions de John Cena les années d'avant, on avait pu le trouver un peu affaibli, notamment musculairement parlant. Bon, moi je trouve que c'était assez honorable. Enfin, je trouvais que c'était une bonne utilisation dans le sens où il fait quand même un long rumble, il élimine du monde et on va dire qu'il sert, même si l'élimination finale est un petit peu mal exécutée, il sert à propulser finalement Jey Uso parce que bon, bah quand t'élimines John Cena dans le Final 2, on va dire que je trouve que ça c'était un bon choix pour légitimer Jey Uso comme gagnant du Rumble crédible. Et effectivement, comme tu le dis, dans la foulée, il continue de garder en tête son envie d'être à WrestleMania haut placé, puisqu'il se met direct dans un spot de l'Elimination Chamber. Ce qui énerve déjà sur les réseaux, je crois que c'était notamment Drew McIntyre ou CM Punk qui disaient que voilà, eux ils allaient se battre pour gagner leur place parce que voilà, ils n'allaient pas s'auto-attribuer une place. Et c'est vrai que cet événement nous intrigue pour la suite. Ouais, et puis il prononce quand même sur cette conférence de presse. Et c'est là où personnellement, je parle à titre vraiment personnel, où j'ai pas fait attention, mais pourtant c'est un truc indubitable, hein. Il dit the best for the business. Et Ouais. ça, normalement, c'est la phrase de l'autorité, donc Triple H et Stéphanie à l'époque quand ils étaient contre Brian, Ouais. pour faire passer toutes les couleuvres, toutes les tours de passe-passe, voilà. Et je l'ai pas, et franchement, il le dit. La WWE l'a fait voir 2 ou 3 fois quand même aussi, ce que disait Sina, machin, Mm. et j'ai pas tilté. Ouais. Sur le moment, voilà, sur le moment, on s'est pas plus attardé que ça, mais le moment marquant, l'un des moments les plus marquants de l'année de John Cena arrive, et c'est donc à l'Elimination Chamber, qui d'ailleurs se passe à Toronto, hein. On retrouve le Canada, et donc l'Elimination Chamber, donc c'est ce fameux match en cage, dont le gagnant affrontera Cody Rhodes, ça semble à peu près persuadé à ce moment-là, à WrestleMania. Il y a beaucoup de monde dans la cage, hein. Il y a Damien Priest, Drew McIntyre, Logan Paul,
Seth Rollins et CM Punk. Donc bon voilà, je pense que si vous suivez le catch, vous savez que tous ces gens-là ont fait une grosse année 2025, peut-être un peu moins Diamond Priest, mais bon en tout cas sont des très gros prétendants dans l'écurie de la WWE. Et ce soir-là, John Cena l'emporte, gagne le Money in the Bank. Là aussi, sur une fin qui peut être un petit peu contestable, puisqu'il se retrouvait en Final 2 contre CM Punk. Sauf que Seth Rollins, qui venait d'être éliminé par CM Punk, lui a placé un curb stomp à CM Punk. Hein. Il n'a pas été bon perdant, là, Seth Rollins. Et donc John Cena a eu plus grand chose à faire. Bon, il a fait quand même abandonner CM Punk, hein, il lui a mis un STF. Et il a gagné comme ça le match de la cage, de la cellule. Et donc officiellement, sous nos yeux, John Cena devenait l'adversaire de Cody Rhodes. On avait un Cody Rhodes versus John Cena. Mais la soirée était loin de se terminer, puisque depuis quelques semaines, il se passait un truc bizarre. The Rock avait fait son grand retour, The Rock le Final Boss, pour nous dire qu'il voulait que Cody Rhodes, en gros, fasse allégeance, se vienne du côté de The Rock, vienne du côté du Hollywood Champ et lui donne son âme, puisque The Rock avait dit Cody, je veux ton âme, I want your soul. Et alors, je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça juste après ce match-là. La cage s'est relevée et puis voilà, Cody Rhodes est arrivé, The Rock est arrivé, John Cena il était encore là, tout transpirant et tout fatigué. Ils ont fait comme s'il n'était pas là. Ils ont dit ah ouais bon, alors tu viens, tu me donnes ton âme et tout. Et Cody il a dit non, jamais, va en enfer. Et là, John Cena qui était là, il a eu l'air d'être tout content. Il a pris Cody Rhodes dans ses bras, sauf qu'en faisant ça, il a regardé dans les yeux The Rock et ce fameux geste qu'on n'oubliera pas où The Rock lui fait signe, fait un signe, passe son pouce sous sa gorge et c'est là que John Cena attaque Cody Rhodes et fait donc le premier heel turn de sa carrière depuis il en avait déjà fait, mais depuis plus de 20 ans. En tout cas, le John Cena qu'on a connu champion du monde, etc., n'avait jamais été un méchant. Et là, sous nos yeux, il se range du côté de The Rock et il détruit Cody Rhodes. Là, on bascule dans autre chose. Est-ce que tu te souviens de ton sentiment, ta réaction? Évidemment, le monde entier a commencé à réagir sur cette annonce. Est-ce que c'était une bonne surprise, une mauvaise surprise? Il y en a qui étaient très choqués, il y en a qui ont trouvé ça formidable, il y en a qui l'attendaient, il y en a qui espéraient ne plus le voir. Est-ce que tu te souviens de ton opinion à ce moment-là? Ouais, alors déjà l'élimination de Chamber était un super show parce qu'on a un premier match où on a le retour de Cargill qui défonce Naomi, donc c'était déjà ça frappait les esprits. T'as la fin du combat en Elimination Chamber dont tu as parlé où Punk, pour moi, j'étais à peu près sûr qu'il allait l'emporter. Et là, la haine de Rollins, cette haine viscérale qui se portent l'un et l'autre, mène Rollins à lui faire le stomp et donc Cena n'a plus qu'à poser son STFO et faire abandonner Punk qui est dans les pommes. Et puis donc arrive notre ami The Rock. Alors moi je suis un vieux comment dirais-je, pas supporter mais un vieux je regarde du cas depuis très longtemps. Voilà, je vais tourner la phrase comme ça. Un vieux Et suiveur. voilà. Et moi, j'ai vécu un peu j'ai vécu la période vraiment attitude. Et t'étais soit sur la team Rock, soit sur la team Austin. Moi, j'étais team Rock. Je le dis très humblement. Et bon, ben, je suis toujours très content de le voir. Donc, du coup, The Rock. Mais ça m'avait pas embarqué ce qu'il avait fait. Il avait fait des promos un peu merdiques, dont une dans un aéroport où il y avait du vent, on comprenait rien de ce qu'il disait sur l'âme de Cody. Et tu vois tout ce truc qui arrive, donc John Cena est dans le ring, rejoint par Cody, rejoint par The Rock. Et là, tu te dis, bon, est-ce que Cody va tourner heel? Tu vois la tronche de Cena qui saute partout parce que Cody dit non. Et là, magnifique, le geste de Rock qui demande à Cena de basculer du côté obscur. Donc, écoute, évidemment très content parce que ouais, moi la seule crainte que j'avais, c'est qu'on ait une année de Cena où ce soit du classique et là non, bam, on nous donnait déjà d'entrée quelque chose qu'on n'avait jamais eu ou jamais est un bien grand mot où Cena a déjà été heel. Il a été au tout début, avant qu'il devienne The Marine, quand il a commencé of Thuganomics, il était heel. Et donc ça faisait quand même plus de 20 ans. Et là,
Et puis ben, c'était John Cena, c'est-à-dire l'image de la WWE qui devenait vraiment heel. On n'a jamais eu un heel qui soit l'image de la société, quoi. Hormis peut-être Hulk Hogan à son temps, la WCW. Donc moi j'étais super emballé, super content de voir ce qui se présageait, c'est-à-dire on avait aussi le rappeur là, Travis Scott, qui a violemment frappé Cody puisqu'il a eu, il lui avait bien mis un œil au beurre noir, Cena et le Rock. Et donc là, moi, je me dis, bon, ils nous ont eu, ils nous ont bien mijoté un truc. On va voir ce que ça va donner. Ouais, moi j'avais le même sentiment, hein. Je fais partie de ceux qui pensent, c'est controversé, mais que c'est bien que les choses aient lieu. Je dis ça dans le sens où, par exemple, je trouve que la streak de l'Undertaker, on peut en parler beaucoup, mais je trouve qu'il fallait qu'elle soit brisée parce que si elle l'avait jamais été, on se serait toujours dit ah et si elle avait. Et John Cena qui fait un heel turn pour moi, et ben il fallait le tenter parce que sinon on aurait toujours dit ah s'il avait eu fait un jour, qu'est-ce que ça aurait donné. Donc j'aime bien que les choses se matérialisent à un moment et que voilà, on casse, on ait cette impression là de passer dans un autre monde limite. L'exécution avait été très bien et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut se rappeler aussi que un an avant, on avait la Road to WrestleMania 40 avec The Rock, Roman Reigns, l'arbre généalogique et tout ça. Et que pour moi, là, je me suis dit, waouh, avec The Rock qui est encore là et Cena qui passe du côté obscur, on va basculer dans un truc encore incroyable. Ils vont nous réussir une road incroyable. On va sûrement avoir les Hollywood Boys voilà, de The Rock et Cena contre peut-être les wrestlers, les Cody Rhodes, les Seth Rollins, les CM Punk. Enfin, il pouvait se passer plein de choses. Donc moi, comme toi, je l'ai pris de façon très positive. Mais ensuite, on va parler de la suite. Et oui. Et voilà, la suite, peut-être qu'on avait trop d'attentes, peut-être qu'on avait trop aussi de fuites qui nous disaient peut-être qu'il allait se passer telle ou telle chose. Le fait est qu'on n'a plus revu The Rock, on peut déjà le dire, et que John Cena s'est retrouvé à devoir nous légitimer son acte, notamment dans une tournée européenne, où pendant plusieurs semaines, il nous a dit que voilà, s'il était devenu ce qu'il est, c'était un peu de la faute du public, le public en avait jamais eu assez, qu'il était jamais assez bien pour le public, voilà, qu'il était dans une relation toxique avec le public. C'était le début des toxiques, mais c'était pas encore devenu une gimmick de certains catcheurs. Bref, il nous dit que, en gros, voilà, il peut faire sans les gens, qu'il il a pas besoin du public. Voilà, il insulte le public, il se moque du public, et puis bah, finalement, il interagit assez peu avec Cody Rhodes pendant cette feud. Hein. C'est surtout vis-à-vis du public qu'il en a sur toute sa carrière, et il nous dit quand même John Cena qui veut devenir le champion que personne voilà, atteindre des sommets que personne n'ait jamais réussi à atteindre et qui veut partir en tant que champion pour ruiner le catch, c'est son expression, il veut ruiner le monde du catch. Donc voilà, il part dans cette période avant WrestleMania sur vraiment quelque chose de très méchant, mais où il est réellement tout seul. Et le fameux soir de WrestleMania, parce qu'on va aller direct à cette soirée, face à Cody Rhodes dans le main event de la nuit 2, eh bien, Travis Scott intervient, mais pas The Rock, et John Cena finit par utiliser une fourberie très classique, hein, je crois qu'il y a un ref bump sur l'arbitre à un moment donné, et avec la ceinture de la WWE, il frappe Cody Rhodes, et ben, il réussit à devenir champion, donc dans un match qui dure une vingtaine de minutes hein, quand même, le John Cena méchant bat Cody Rhodes qui était champion depuis un an. Ouais, c'est ça, un an entier hein, depuis le WrestleMania précédent. Donc là, on bascule à nouveau sur un autre point hyper important de cette dernière année, c'est que ce John Cena, dans sa dernière année, non seulement il fait un heel turn, mais en plus, il devient 17e fois champion. Et je précise aussi que tout en devenant heel, il ne change pas de musique d'entrée. Il garde son You Can See Me, seulement il arrive sur le ring avec un Titantron très épuré, tout noir, et avec voilà juste un Last Time Is Now, donc une beaucoup de manque de respect vis-à-vis du public. Certains l'auront vu pour la dernière fois de leur vie, hein, comme ça, dans cette configuration. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que toi, tu t'es dit, c'est la suite logique finalement, c'est normal que John Cena arrive enfin à dépasser le record de Ric Flair et à se retrouver seul sur la montagne? Ou est-ce que tu aurais préféré, t'aurais considéré que, bon, à 48 ans pour sa tournée d'adieu, il aurait pu s'éviter un règne, il n'y avait pas besoin. Et surtout, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette feud après notre attente de l'Elimination Chamber? Est-ce que
Est-ce qu'on a été récompensé? Alors, je répète, donc je suis plutôt team Rock que le reste, donc déjà extrêmement déçu que ça fasse aussi vite pchit l'association. Comme je te dis, moi je m'attendais vraiment à ce que une équipe quand même Rock Cena ou une faction Rock Cena, c'est quand même énorme, ça pouvait être énorme. Et donc j'en veux beaucoup à The Rock qui, voilà, feignant. Voilà, pour moi le terme est là, hein, feignant, le mec qui a fait le minimum sur sa promo d'avant pour Cody. Et là, il accompagne pas jusqu'au bout notre ami John Cena. Le pauvre Travis Scott a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais bon, très clairement, c'est pas un catcheur. Et quand il a vu ce qu'il fallait faire, il s'est vite barré. Et donc, tu te retrouves avec un pauvre John Cena tout seul. Comme tu l'as dit, les interactions avec Cody pendant la road to WrestleMania de l'Elimination Chamber à WrestleMania, il y a quand même plusieurs semaines, ils se sont pas parlé, c'était par choix interposé, l'un était à Raw, l'autre était à SmackDown, alors que logiquement, Cody, le champion de SmackDown, je pensais que John allait aller à SmackDown, et rien du tout. Seul segment qui m'a fait un peu rire, c'est quand il envoie chier le gamin et que le gamin pleure, et donc la semaine d'après, il va revoir le gamin, et cet abruti là, au lieu de profiter du fait d'avoir John Cena qui vient le voir, qui vient le consoler, il préfère aller chercher son téléphone pour faire une photo. Bon, incroyable. Et puis après, je te le dis, moi, il y a un truc qui me semblait inatteignable, c'était de battre Ric Flair. Voilà, il avait déjà égalisé le nombre de titres de champion de monde de Ric Flair, était déjà pour moi une grande, grande marque de respect de la part du milieu. Et là, le voir le dépasser, bon, j'étais un petit peu surpris. Mais écoute, de toute façon, j'ai été surpris globalement par l'année de Cena, de voir voilà l'engouement qu'il y avait derrière lui. Je pensais pas qu'il y avait autant, il était autant apprécié. Alors, c'est difficile de se faire un avis sur ses pairs, les autres catcheurs. Je ne sais pas si il reste très très corporate ou pas, mais de voir la foule complètement derrière lui. Moi, les dernières fois, quoi, quand je voyais, c'était la foule qui chantait Cena sucks, let's go Cena, tu vois. Et donc, plus ça a été même ce heel turn, la foule le rejette complètement. Il y a beaucoup de gens qui veulent continuer à l'applaudir, à l'acclamer. Comme tu l'as dit, je ne comprends pas non plus. Alors que la chanson reste identique jusqu'à WrestleMania, mais à WrestleMania, tu dois marquer le coup, et pas seulement avec un vieux titantron et avec la petite serviette, au lieu de l'avoir devant toi, de la mettre derrière, de marcher au lieu de courir. Voilà, une nouvelle chanson qui aurait pu être un peu plus, faire vraiment heel, que là, on est resté sur The Champ, The Time Is Now, quoi, My Time Is Now, donc c'était bizarre. Ils auraient pu faire mieux, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui étaient pas prévues entre les deux, hein, Cody et Cena, et ça a donné un match moyen, ça a donné une feud très moyenne. Ouais, ça fait partie des choses qu'on ne saura pas. Alors depuis, John Cena a fait quelques interviews. On sait, je crois que c'est Paul Heyman aussi qui a cafeté un peu. On sait qu'il y avait un plan et on se doute bien qu'il y avait un plan différent de ça avec The Rock à WrestleMania sûrement. John Cena, depuis qu'il a quitté le monde du catch, il dit très souvent qu'il préfère ne pas du tout parler de ce qui aurait pu avoir lieu. Il dit que, je sais pas si t'as vu les interviews comme moi, Ouais, hein, il dit si, que de si, toute je l'ai vu, façon, ouais. il y aurait pu avoir, ça c'est sûr que ça existe en permanence dans le monde du catch, il préfère se concentrer sur ce qui a vraiment eu lieu. Mais c'est clair qu'il y a, pour moi, il y a un truc qui s'est pas fait. Et comme toi, ben, je suis vraiment très déçu de The Rock, qui a sûrement, peut-être pour de très bonnes raisons, eu un planning impossible. Bon, The Rock, c'est un homme qui prend, j'imagine, des engagements qui n'engagent pas que lui, qui engage des équipes entières de ciné, de télé, etc. Donc, il est bien obligé de faire ce qu'il a dit. Mais c'est vrai que c'est dommage et ils ont pas du tout su rattraper ça. On sait que la WWE, bah, typiquement WrestleMania 30, hein, Daniel Bryan qui gagne, on sait très bien que tout ça n'était pas prévu. CM Punk qui part quelques semaines avant, ils ont réussi à rattraper tout ça cette année-là. Bon, là, ils n'ont pas réussi à rattraper. John Cena n'a pas du tout réussi à, je trouve, trouver les mots pour être un heel crédible. Parce que quand il nous dit ouais, la foule, vous avez jamais été gentil avec moi. Enfin, c'était un peu naze quoi. Et, Ouais, oui, oui, tout à fait, oui. et donc ouais, c'était, il y avait quelque chose de raté. Je pense aussi, et on l'a vu beaucoup plus récemment avec notre ami Drew McIntyre. Je pense aussi que Cody Rhodes avait du mal à être le bon babyface en face. Et comme tu le dis, en fait, à WrestleMania, les gens étaient contents de voir John Cena champion.
alors qu'il agissait comme le pire des salauds pour devenir 17e fois champion, mais la foule n'a pas du tout défendu Cody assez fort, quoi. Je pense que le babyface n'était pas assez solide face à John Cena, et ça n'a Alors, pas tenu. alors ça, tu sais, c'est très compliqué. Mhm. Dans ma vie de suiveur de catch, j'ai vu des choses improbables. C'est-à-dire que Cena, à un moment donné, monte aux alentours des années 2003-2004, quand il commence à arriver au main event, à arriver à être champion du monde. Toute la foule est derrière lui, il devient champion du monde, et ça commence un peu à s'inverser alors qu'il est totalement babyface, tu vois. Et je me rappelle de Kurt Angle qui disait que Triple H faisait un très mauvais boulot de heel parce qu'il se faisait acclamer alors que Cena se faisait huer. Et quelques mois plus tard, Angle est opposé à Cena et c'est la même chose. C'est très compliqué euh, de savoir à l'avance ce que va ressentir la foule. Et je te dis, et je le répète, j'ai été le premier surpris de voir comment le soutien incroyable, inconditionnel qu'avait la foule. Parce que pour moi, les dernières fois que je vois Cena, ou l'ensemble de la carrière de Cena, t'as une foule qui est mitigée entre les Let's Go Cena et les Cena Sucks. Et là, je sais pas, est-ce que le fait qu'on sache que ce soit sa dernière année, le fait peut-être que la génération qui chantait les Let's Go Cena est devenue un petit peu plus âgée, parce que ben, mine de rien, il a commencé en 2002 et puis là, tu es en 2025, ça a peut-être joué aussi. Mais c'était difficilement quantifiable. Après, en meilleur babyface que Cody Rhodes, il n'y a pas beaucoup à la WWE hein, quand même. Non, je pense que c'était une position difficile, mais effectivement, je pense que très souvent, nous, les fans de catch, on a quand même un peu d'affect pour les catcheurs et que même celui qui est heel, quand il nous fait une tournée d'adieu, ben voilà, j'ai été à Londres à Money in the Bank quand John Cena est venu. Enfin voilà, John Cena, plus personne sur les toutes dernières apparitions, c'était tellement une chance en fait de se dire on le voit alors qu'on savait pas du tout s'il était encore vraiment catcheur ou pas. Voilà, la foule était de son côté. Les Let's Go Cena, Cena Suck, c'est vrai que ça a été toute sa carrière de permanent, mais je pense que il faudrait peut-être revoir, mais sur les un ou deux derniers matchs qu'il a pu faire à l'époque contre Solo Sikoa ou autre, je sais pas s'il y avait encore cette dynamique. En tout cas, je pense que voilà, tout le monde se disait on est en train de le voir pour la dernière fois, et donc le heel turn n'a pas réussi, a pas réussi à prendre. En tout cas, ce soir-là a marqué donc une nouvelle étape puisque John Cena s'est retrouvé champion du monde. Et pendant les semaines qui ont suivi, il a affronté plusieurs challengers qui lui ont, voilà, qui ont essayé pas de le faire revenir à la raison, mais qui se sont dressés face à lui. Bon, il y a eu une belle série, hein, puisque à Backlash, quelques semaines plus tard, il a affronté ni plus ni moins que Randy Orton, dans une rivalité là qui avait été assez fun, puisque on se souvient de ce moment assez culte où pendant que John Cena est au micro en train d'insulter la foule, il se retourne, il voit Randy Orton qui est là, il a juste le temps de dire oh shit avant de se prendre un magistral RKO. Là, la foule était quand même très très à fond aussi pour Randy Orton qui en plus bon le soir de Backlash était chez lui, hein, c'était à Saint-Louis dans le Missouri. Euh, mais bon, c'était à peu près le même match en fait. John Cena encore une fois, il y a une sorte de low blow, ou je sais plus exactement, ou un ref bump, il utilise sa ceinture, il donne un coup, il s'en va, il gagne. Quelques semaines plus tard, il affronte à Night of Champions en Arabie CM Punk. Là aussi, belle FUD contre CM Punk. Une FUD de micro où on a CM Punk qui vient déguisé en John Cena en rappeur en Tuganomics pour le provoquer. Et John Cena qui lui répondra quelques jours plus tard en le tabassant et en prenant le micro pour lui faire la pipe bombe inversée. Donc il prend le micro en regardant CM Punk au sol et il lui dit voilà, je sais pas que je te déteste toi, mais je déteste le fait qu'on croit que tu sois le meilleur. Enfin, en gros, il lui refait tout le texte que CM Punk lui avait fait 15 ans avant. Et là encore, à Night of Champions, John Cena va battre CM Punk. Entre-temps, casons quelques petites histoires. Bon, il s'est retrouvé en rivalité face à R-Truth, qui nous dit souvent que John Cena était son childhood hero. Mais là, bon, ça a été beaucoup plus court. Hein. C'était un match, je pense que c'était un Saturday Night Main Event. Ouais. Je n'ai pas sous les yeux les stats, mais si le match a duré 5 minutes, je pense que c'est maximum. Et R-Truth ensuite est parti, on va dire, dans sa propre rivalité, on va dire, dans sa propre histoire, puisqu'il a été viré, puis rattrapé. Ça, c'était encore une autre histoire. On a eu entre-temps un Money in the Bank où John Cena a fait équipe. Il s'est trouvé un partenaire en la personne de Logan Paul. Ça, c'était une alliance un petit peu étonnante.
Mais voilà, il y avait une cohérence. John Cena nous avait raconté que pour lui, voilà, Logan Paul représentait un peu l'avenir et Cody Rhodes et Jey Uso se dressaient en phase 2. Et donc, Cody Rhodes et Jey Uso avaient gagné ce tag team match contre John Cena et Logan Paul. Donc tout ça, voilà, c'est le post-WrestleMania. Pendant quelques mois, John Cena est heel. Encore une fois, hein, il nous fait beaucoup de discours où il nous dit que voilà, il va ruiner le catch, qu'il va rester champion. D'ailleurs, il s'auto-proclame le dernier vrai champion, un last real champ. Et il se retrouve dans des configurations assez inédites, mais essentiellement face à des anciens rivaux. On n'est pas dans une dynamique d'un John Cena qui va affronter les petits nouveaux comme Cody Rhodes. Il affronte plutôt, il fait un peu voilà le tournée de gala avec ses anciens grands partenaires, donc Randy Orton, CM Punk, beaucoup de rappels à des anciennes feuds. Est-ce que toi, cette version-là du John Cena qui, voilà, c'est un John Cena très très méta, quoi. Faut connaître le catch et sa carrière pour avoir compris toutes les allusions, les références, les clins d'œil qu'il a pu faire. Est-ce que ça t'a plu? Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir aujourd'hui? Alors maintenant, avec le recul, c'était pas si mal que ça, en fait, parce que j'ai beaucoup aimé le fait qu'il revisite pas mal de choses, c'est-à-dire que toute sa carrière, c'était Randy Orton le méchant et John Cena le gentil. Orton qui lui faisait tous les coups tordus, pas possible, chaque fois qu'ils se voyaient. Et des fois Cena gagnait, des fois c'était Orton. Et là, effectivement, le segment, le oh shit, était mémorable. Et puis après, c'est encore une fois je pense que, et c'est ça qu'on n'avait pas compris au départ quand il nous disait qu'il allait ruiner le catch, c'est que c'était vraiment minimaliste ce qu'il faisait dans le ring, quoi. Il n'y avait pas énormément de choses et on va voir après que ça va changer. Pareil, moi j'étais super embarqué par le truc avec Punk quand il fait la fameuse pipe bomb et que une semaine plus tard en Arabie Saoudite, t'as Punk qui arrive la nuit avant Night of Champion habillé en Doctor of Demonics et tout ça qui balance aussi du rap. Bon, il est moins bon que Cena, hein, parce que Cena était vraiment pas mal quand il faisait ses promos quand il faisait vraiment du rap. C'était vraiment très drôle ce qu'il faisait, ce qu'il balançait. Là, CM Punk, c'était un petit peu moins performant, mais voilà. Et puis ils ont réussi quand même à nous mêler sur le Night of Champion. Encore une fois, l'histoire Rollins avec Punk, puisque Rollins avait gagné la mallette de Money in the Bank, qui veut intervenir dans le match. On a Charles Robinson qui prend un pousson mémorable de la part de Cena. J'ai cru que le mec, on le voyait plus dans l'écran, il avait volé dans les spectateurs, tellement que c'était spectaculaire. Après, on a effectivement ce que tu disais, le dernier match de R-Truth avec Cena, et après, R-Truth est réembauché et va coûter la victoire à Money in the Bank à Cena et Logan Paul. Donc il y avait ce côté minimaliste dans le ring, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment cette façon qu'ils ont eu de revisiter les grosses rivalités de notre ami Sina, quoi. Moi, je trouvais ça vraiment pas mal ce qu'ils avaient réussi à faire là-dessus. Ouais, en fait, avec le recul, moi, ça me donne une impression mitigée, une bonne impression dans le sens où, une fois passé la déception de The Rock et WrestleMania, ils ont réussi à écrire des vrais feuds, comme tu dis, et à mêler plein de choses. Et c'est vrai que les références, les pipe bombs, les RKO, tout ce qui s'est passé autour d'R-Truth aussi était assez compliqué, enfin, assez riche, je veux dire, assez complexe. C'était une belle écriture, mais il y avait un peu toujours quand même ce truc, le heel turn prenait pas, et la foule était plutôt du côté de John Cena. Et je pense que les trois Premium Live Events ont tous fini. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais de mémoire, il y a à chaque fois ce truc un peu du ref bump, effectivement, de John Cena qui sort sa ceinture, qui donne un coup de ceinture, que ce soit contre Orton, contre CM Punk, je crois que c'est à peu près tout le temps un truc comme ça, ou alors un low blow. Voilà, comme tu dis, il a transformé son catch pour qu'il devienne heel, ça c'est clair. C'était assez minimaliste, mais du coup, j'ai pas le souvenir de grands matchs. Et alors, est-ce que c'était assumé? Est-ce que le fait que le mec dise je ruine le catch, donc je fais des mauvais matchs, euh, Moi, c'est c'est presque comme une ça que je l'ai compris. C'est comme c'est ça que ça. j'ai vraiment Mais, compris. mais c'est presque une question philosophique qu'on pourrait poser. C'est est-ce que c'est très bien. Enfin, on va dire que scénaristiquement, c'est crédible de dire bah voilà, je suis un méchant, donc je fais des matchs qui sont chiants à regarder et je vais vous ruiner. Après, bon, le public paye des places quand même. Nous, on regarde à la télé. Bon, c'est vrai que ça reste un peu sur la fin. Je sais que ouais, le main event de WrestleMania 41 a pas du tout été aimé, par exemple. Euh, on a des heels qui savent faire des choses horribles dans le catch, sans forcément devoir nous faire des matchs pas terribles. Mais c'était cohérent dans l'écriture. Mais au final, est-ce que c'est Ouais, mais ça qu'on après, veut?
Après, ils ont quand même systématisé, comme tu disais, le ref bump, le low blow ou le coup de ceinture, quand il n'y avait pas les trois en même temps. Donc c'était, voilà, tu t'attendais à mieux de Cena. Maintenant, j'ai deux visions là-dessus. C'est ce que je te disais. Je pense pour la première qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que le gars a dit je veux ruiner le catch, donc les gars, je vais vous faire vraiment de la petite interprétation. Je vais pas être bon, je vais pas faire des gros matchs. Ou t'as la seconde qui peut être aussi plausible. Le mec savait qu'il avait quand même toute une année à tenir. Et tu me diras ce que tu veux hein, quand il te dit oui, mais je choisis pas mes adversaires. Non, non, John, s'il te plaît, c'est toi qui choisis tes adversaires. Tu savais ce qui te restait derrière, et donc peut-être qu'il s'est gardé aussi et il s'est préservé pour ces matchs-là, parce que à partir du moment après, on va parler après de SummerSlam, mais après à partir de SummerSlam, on a un autre John Cena, on retrouve la bête de ring que c'était quoi. Moi, comme je l'ai toujours dit, c'est pas le lutteur que je préfère, mais ce gars, j'ai un immense respect pour lui. Physiquement, c'était une bête. Moi, je l'ai vu une fois après en live event après son premier match contre The Rock. C'est un mec, tu le vois dans le ring, t'as l'impression qu'il fait aucun effort et tout est simple pour lui. Il te fait des choses simples, mais toi, tu fais ça, t'es cassé au bout de 30 secondes. Et pour lui, ça paraît simple, quoi. Une journée au boulot pour lui. J'ai vraiment du respect pour lui. C'est pas mon préféré, mais j'ai vraiment du respect. Et c'est à partir d'après, hein, voilà, que d'après on y arrive, où voilà, je me dis que sous, peut-être il s'est réservé, ou peut-être, comme tu l'as dit et comme on l'a dit, quoi, tous les deux, ruiner le catch, ça voulait dire je fais le minimum. En tout cas, cette phase ne dure quelques mois, le temps du printemps, on va dire. Un Night of Champions, le fameux show, donc désormais un Night of Champions, on case aussi des King of the Ring, hein, ça fait 2 ans que c'est ça. On reviendra là-dessus, c'est pas, enfin, on n'en reviendra pas là-dessus ce soir, mais c'est pas, pour moi, c'est pas une configuration qui me plaît bien. Mais bon, en tout cas, il y a un King of the Ring, d'ailleurs c'est Cody Rhodes qui affronte et qui bat Randy Orton, et qui nous donne le challenger pour John Cena à SummerSlam. Donc Cody Rhodes et John Cena se retrouvent en face à face pendant le mois de juillet, en gros. Et là, eh bien, il s'invective, hein, il se provoque. Cody Rhodes se défend un petit peu son beefsteak. John Cena, au début, le prend de haut, hein, l'appelle kid, gamin, etc. Et puis, un soir, Cody Rhodes met une baffe à John Cena. Et à partir de la semaine suivante, John Cena change. John Cena nous dit, écoute, voilà, c'était la baffe qu'il me fallait. J'ai pas envie de finir ma carrière comme ça. En gros, j'ai pas envie de me retrouver tout seul, un peu tout naze. Je suis désolé de ce que j'ai pu dire. Voilà, moi je veux pas ruiner le catch. En fait, j'avais juste peur que vous m'oubliez une fois que je parte, etc. Et en fait, ça se serre la main et ça redevient poteau avec Cody Rhodes. Alors, sur le moment, on se dit, on tique un peu. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de louche? Est-ce qu'il n'y a pas un coup fourré? Mais la suite nous prouvera que non, en fait, John Cena, voilà, c'est peut-être un cas unique là aussi dans l'histoire du catch, mais John Cena, juste par la parole de Cody, visiblement, se reconvertit du côté des gentils. Donc il va nous dire hein, dans les semaines qui va suivre aussi qu'il était désolé, il s'excuse auprès des fans, etc., qu'il avait eu voilà une mauvaise période. Et sauf que être gentil dans le catch, ça réussit pas toujours. C'est pas comme dans la vie, où bien sûr dans la vie il faut être gentil, un peu de catch-up. Puisque à SummerSlam, face à Cody Rhodes dans un street fight match hein, quand même. Alors là, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il nous sort un vraiment très très gros match. Je pense que c'est à ce moment-là son meilleur match de l'année. C'est un match, je l'ai sous les yeux, qui dure quand même 38 minutes. Mais ce soir-là, Cody Rhodes nous refait une Cody Rhodes comme à WrestleMania 40. Cody Rhodes réussit l'exploit de battre John Cena. Et donc John Cena perd son titre mondial et son dernier, hein, on peut le dire déjà, on peut spoiler la suite. Le dernier titre de John Cena, donc fini à SummerSlam. Il avait commencé face à Cody Rhodes, il finit face à Cody Rhodes. Finalement, certains diront bon ben voilà, il a fait son petit heel turn, ça n'a pas trop marché, on remet les choses à sa place. Mais ce soir-là, on a quand même aussi une énorme grosse surprise, puisqu'après avoir perdu son match, John Cena qui prend un petit bain de foule, qui essaye de savourer le moment tout en digérant l'information, eh bien, se fait attaquer par Brock Lesnar, qui débarque, et qui lui porte un F5. Brock Lesnar qu'on n'avait pas vu depuis presque 2 ans, je crois. 2 ans pile, d'ailleurs, je crois. Euh,
Alors là, ben voilà, on passe une nouvelle étape. En plus, l'attaque de Brock Lesnar, on va dire, nous permet de nous convaincre que John Cena visiblement va rester du côté gentil, puisque bon, même si Lesnar a été face aussi, hein, c'est bon. Là, dans la configuration, c'était assez évident. Est-ce que tu t'es dit bon, ça y est, toi aussi, on repart sur un John Cena à la normale, euh, et puis est-ce que ça t'avait choqué ce retour de Brock Lesnar, sachant que le prochain show était Clash in Paris, on était nombreux à se dire mais va-t-on voir Brock Lesnar contre John Cena à Paris? Ça n'a pas été le cas, mais en tout cas au soir de SummerSlam, on avait beaucoup de beaucoup de questions, mais aussi des réponses qui nous avaient été données. Bah écoute, t'as été gentil en disant que c'était juste la baffe qui avait donné à John Cena son face turn. Il a quand même pris Cody qui est au travers d'une table, hein, qui a fait un gros spot là-dessus. Moi, j'ai été vraiment surpris. J'y croyais pas du tout. Je crois que c'était encore voilà une manigance de Cena de dire bon, ben je me suis fait éclater la tronche. T'as eu raison de m'éclater la tronche. Je me suis égaré. Je redeviens face. Et puis en plus de ça, ça coïncide en plus avec mes débuts avec vous, cette review et preview de SummerSlam. Donc, je m'en souviens très bien. On avait Émouvant. vécu un très beau combat. Voilà, je me rappelle ce que tu avais dit là, quand il sort avec du puits de lumière, quand il porte Cody sur les épaules. On a un match qui est vraiment bon. On retrouve un vrai Cena. Et là, truc invraisemblable, parce que pour moi, Lesnar c'était fini, enterré, de même que Vince McMahon, vu les petits soucis qu'il y a. Et puis ben, la bête revient et fracasse Cena. Donc là, on a vraiment le face turn qui est assumé, qui est validé. On a la foule qui a pu vraiment s'extasier quand voilà, Cena est revenu en courant, en faisant ses You Can See Me, voilà, on a retrouvé notre John. Voilà. Donc ça, c'était vraiment plutôt pas mal. Mais le face turn pour moi était j'avais jamais vu ça. Voilà, voilà, d'une semaine à l'autre, bon ben ouais, j'en ai marre. Voilà. J'ai été mal conseillé, j'en ai marre. Oui, c'est un peu ça qu'il a dit aussi. C'est vrai qu'il nous a dit qu'il avait été mal conseillé. Bon, alors, il y a des gens qui, voilà, qui n'ont pas trouvé ça bien ou qui ont trouvé que c'était un aveu d'échec, etc. Moi, je trouve que avec le recul et même sur le moment, c'est-à-dire, ils ont fait le heel turn de John Cena. S'ils avaient fait une année complète de John Cena babyface, peut-être que ça aurait pas eu la même saveur, c'est sûr. Peut-être que si John Cena était parti en n'ayant jamais refait un heel turn, on se serait toujours dit ah si jamais il avait été. Donc moi je considère que c'était une bonne idée de le faire. Ils se sont dépatouillés comme ils ont pu, mais ils ont eu la réaction du public qu'ils ont eu. C'est vrai que c'était compliqué. John Cena, voilà, c'est en plus à chaque fois l'annonceur ou l'annonceuse le disait hein, pour la dernière fois dans votre ville, John Cena au Missouri, John Cena à tel endroit, John Cena ci, John Cena là. Donc c'était difficile de l'imaginer total heel. Euh, Ils ont choisi ça. Ça peut être tiré par les cheveux, surtout que John Cena n'a plus beaucoup, comme on dit. Ah, On il se est souvient, parti en Turquie là. Ça y est, c'est reparti. ouais, on se souvient de cette magnifique promo de CM Punk disant à The Rock et à John Cena, You two bald fraud, les deux arnaques chauves. Mais oui, depuis ça va mieux. Euh, non, oui, effectivement, c'est un cas unique et c'était très bizarre. Ce truc du jour au lendemain, il redevient babyface. Mais bon, ça, on a raccroché les wagons. Et pour moi, on l'a assez vite. Enfin, voilà, c'est pas une erreur d'exécution. Ils ont fait comme ça, ils l'assument et ça se passe comme ça se passe. Derrière, ils nous sortent un super match à SummerSlam et Brock Lesnar revient. Donc voilà, pour moi, c'était ok. Une nouvelle page est tournée. Il y a eu la page jusqu'à Elimination Chamber. Il y a eu le heel turn depuis. Il y a eu le règne de champion. Là, visiblement, on repasse à autre chose. Il sera probablement plus champion. C'est fini. Euh, Ouais, parce que puis oui, comme tu le dis, c'est une sacrée écriture là. En tellement peu de temps, il fallait condenser tout ça et avec le recul, c'est super bien fait. Faire toute une année en face avec des matchs peut-être qui auraient été des matchs de gala sans gros intérêt, bon, ça aurait peut-être à un moment donné un peu été un peu fatigant, un peu voilà, tout le temps la même chose. Et là, le fait de l'avoir passé donc heel, d'avoir écrit des choses pour lui en tant que heel, c'était très bien. Et puis le refacer face, comme tu dis, c'était le bon moment. Lesnar entérine tout à fait le truc parce que Lesnar, ah voilà, oui. est le méchant absolu, la bête absolue. Donc c'était très bien.
Oui, parce qu'à l'époque, souvenons-nous, hein, il y avait des rumeurs, il y avait des gens qui disaient, oui, John Cena qui nous dit, je vais emporter le titre de champion du monde à la retraite, je vais détruire le catch. Certaines personnes, notamment sur notre Discord, on vous invite à aller sur le Discord de Catch Up, s'imaginer un John Cena Hill jusqu'en décembre et jusqu'au dernier moment, il affronte une série de catcheurs qui allait dire oui, moi je vais te prendre ton titre et qu'il allait l'amener quasiment à la tombe jusqu'à un éventuel dernier soir de décembre où Cody Rhodes ou n'importe qui le récupère in extremis. Bon, ça aurait été peut-être un peu longué, mais c'était des rumeurs, des prédictions, des prévisions, mais c'est pas du tout ce qui s'est déroulé. Voilà, je pense que de WrestleMania à SummerSlam, c'était très bien pour faire un dernier règne, c'était une bonne durée, et on est passé à autre chose. Alors, on va attaquer cette suite de dernière année de John Cena. Là, on passe sur un John Cena, donc babyface, sur un John Cena qui n'a pas le titre de champion du monde et qui va être plutôt dans une démarche de match de gala avec une série assez chouette à Paris. Donc, on n'aura pas Brock Lesnar, mais on assiste à un match contre Logan Paul, qui est un très très bon match. John Cena contre Logan Paul à Paris, c'était top du top. À Crown Jewel, donc ce coup-ci en Australie, John Cena, à la demande de la foule, fait aussi un dernier match contre AJ Styles, et là ça a été un des plus incroyables matchs de l'année, clairement, avec une succession de références à tout leur passé dans leur affrontement. Bon, entre-temps, il y a ce match contre Brock Lesnar, où là, John Cena se fait détruire en 8 minutes et qui laisse le public un petit peu circonspect. Tu vas me donner ton avis, c'est très différent de ce qui s'est fait avant et après. Là, c'était vraiment plutôt un. En fait, ça ressemblait au match qu'on a pu avoir entre Brock Lesnar et pas mal de ses adversaires. Hein. Voilà, il y a eu des F5 et des souplesses. Et alors, tout ça nous amène, je vais m'arrêter là, premier arrêt, à l'un de ses derniers Raw. John Cena essaie de reconquérir des ceintures, pardon, dans toute cette histoire. On va caser aussi un match où il répond à un Open Challenge de Sami Zayn pour le Exactement. titre US et un très bon match à SmackDown contre Sami Zayn, son dernier SmackDown peut-être bien, je sais Oui. plus. Bon, Non, non, ouais. c'est le dernier SmackDown. Et où c'est Brock Lesnar à l'époque qui était intervenu, hein, qui avait à la fin du match, qui avait réattaqué John Cena. Mais voilà, il y a une série de bons matchs, AJ Styles, Logan Paul, Sami Zayn, et tout ça va nous donner un match lors de son dernier Raw, je crois bien que c'est son dernier Raw, ou avant-dernier, où il affronte Dom Mysterio, mais ce coup-ci pas pour rien, pour le titre intercontinental, et comme il bat Dominic Mysterio sur le fil de sa dernière année, de son dernier mois quasiment, John Cena devient Grand Slam champion et bat Dominic Mysterio. Il lui donnera une revanche au Survivor Series, donc le dernier Premium Live Event de John Cena. Et ce soir-là, eh bien, John Cena perd contre Dominic Mysterio avec le retour inattendu et imprévu de Liv Morgan qui va en profiter pour d'abord malmener Dominic Mysterio, voilà, ce qui fait que John Cena baisse un peu la garde et rigole, mais en fait, c'était un coup monté. Et Liv Morgan trahit John Cena. Non, elle ne le trahit pas vraiment, puisqu'elle avait rien promis, mais attaque John Cena et permet à Dirty Dominic, qui mérite bien son surnom, de battre John Cena, de reprendre le titre intercontinental. Donc finalement, on voit que cette année de John Cena, pour ces deux ceintures, on est dans une configuration assez similaire. Hein. Il la prend à quelqu'un et puis il lui rend. Bon, là, c'était assez court, hein. Mais voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette dernière session de John Cena? On va se garder son dernier match pour la fin, puisque c'est la partie, un gros morceau aussi. Mais ce John Cena de l'automne, Babyface, qui affronte des anciens et des nouveaux, puisque Logan Paul et Dominic Mysterio, c'est des nouveaux. Est-ce que là, on avait retrouvé vraiment un John Cena qu'on était content de voir, d'entendre et qui avait l'air de se régaler, non? Alors, moi, j'ai trouvé ça top. Sans aucun doute. Déjà, le premier match qui nous fait à Clash in Paris, tu as eu l'honneur, le privilège de le voir avec plusieurs personnes de la team catch-up. Donc, bon, voilà, toi-même, tu sais, le match était énormissime. Il a commencé à faire ses petits clins d'œil, puisque si je dis pas de bêtises, on en a un sur Dolph Ziggler avec le zigzag, et t'as le Skrull Finally, là, le finish du Miz qui est horrible à prononcer. Donc ça, c'est déjà, le match était très bon. Il enchaîne avec un super match avec notre ami Sami Zayn, qui est malheureusement donc interrompu par l'ami Brock Lesnar, qui vient encore
casser Cena, mais également Sami. Et le match était pas mal. Il avait aussi fait encore une fois un petit clin d'œil, notamment à Edge avec un spear. Donc voilà, ça se prête. S'il a commencé à nous faire voir, voilà, qu'on allait avoir des matchs de gala, qu'il allait donner tout ce qu'il pouvait, essayer de faire des choses un peu différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir lui, de ces 4-5 prises. Non, il voulait faire voir que c'est un vrai catcheur, qu'il avait beaucoup de prises, qu'il savait faire beaucoup de choses. Voilà. Et malheureusement, on l'avait débriefé tous les deux. WrestlePalooza, donc je pense qu'il est le pay-per-view le plus foireux de l'année, ou l'un des plus foireux de l'année, tout catch confondu. Voilà, voir Lesnar faire un squat match sur Cena, lui placer 5 ou 6 F5, ça me présentait pas d'intérêt. Bon, Cena lui a dit que il était là pour remettre over Lesnar qui était absent depuis pas mal de temps maintenant. Bon, écoute, est-ce qu'il y avait besoin de ça? J'en suis pas certain. J'aurais peut-être préféré voir voilà, contre quelqu'un d'autre. Et puis on arrive, moi c'est mon bonbon de l'année, c'est mon match de l'année. Ce match avec AJ Styles qui est tout bonnement incroyable en termes de catch, en termes de référence. Les deux ont fourni le minimum en termes de fun, d'interaction. Ils ont dit juste on fait un match, ok, et puis voilà, là, on se disait au tout début que c'était très minimaliste dans le ring. Là c'est l'inverse, c'est-à-dire que la fun est toute petite, mais alors le match est fantastique. C'est un 5 étoiles, il y a rien à acheter là-dessus. La foule qui prend feu notamment quand il fait le Sister Abigail et que tout le monde allume son téléphone. Bon, c'était génial. Voilà, il y a qu'un seul mot à dire. Et puis effectivement, pour moi, c'est un des 3 catcheurs de l'année à la WWE. Il arrive avec Dom Dom. Et écoute, ça lui permet d'être Grand Slam champion. Le premier match est pas trop mal. Il y a un clin d'œil énormissime à Eddie Guerrero où Dom Dom essaye de filer un coup de chaise, faire semblant qu'il y a un coup de chaise, il tape par terre, jette la chaise et il fait style qu'il a été frappé en se jetant au sol. Sina, lui, s'est également mis au sol et lui fait un clin d'œil. J'ai trouvé ça très très bon, très très drôle. On a aussi le dernier Raw, vraiment le dernier match à Raw, c'est un 3 contre 3 qui était très très nostalgique avec Rey Mysterio, Sheamus contre le Judgment Day, donc Dom Dom, Finn et JD. Et c'est un très bon match. Là aussi, la nostalgie te prend, te tient, voilà, voilà, tu sens que on arrive sur les derniers hectomètres, voilà, les dernières dates de Cena. Tout est bien fait là aussi, encore une fois. Malheureusement pour Sheamus, ça lui coûtera une blessure. Mais voilà, j'étais enchanté. Et alors, quand tu parles aussi du match là, donc tu fais référence pour le Survivor Series contre Dom Dom pour le titre intercontinental où il redonne la ceinture donc effectivement à Dom Dom. C'est là où tu vois que John est grand. Alors je sais pas si tout vient de lui, mais t'en as parlé. T'as le retour de Liv Morgan et puis en début de match, quoi, au milieu de match, t'as ce fameux work sur un botch où tu te dis que notre ami Dominique est blessé, que c'est emmerdant quoi quand même pour un des derniers matchs de Cena. Il blesse Dom Dom qui est amené à faire une grande carrière, et puis finalement non, mais tout est orchestré de main de maître, tout est bien fait, il y a rien à acheter là-dessus quoi. Et tu te rends compte que ce gars-là est capable à la fois de nous produire des bons matchs, à la fois capable de passer la torche. Voilà, cette dernière année, elle est vraiment grandiose dans tout cet aspect-là, quoi. Ouais, c'est vraiment la partie de l'année, c'est la fin, donc en plus, chaque apparition devient hyper précieuse et où on trouve le John Cena. Enfin, en fait, c'est la partie de sa dernière année, je pense, qui ressemble le plus à ce qu'on aurait imaginé. Mais encore une fois, je pense qu'il n'aurait pas fallu que ça soit les 12 mois, donc c'était très bien là cet automne. Moi, j'ai beaucoup aimé le match ouais, contre Logan Paul, contre AJ Styles. Le match contre Brock Lesnar, on va dire, me dérange pas. Après, on peut dire que ça a grillé une date qui aurait pu être à un autre catcheur. Hein. Il y en a plein. On pourra tout à l'heure faire une petite liste de qui on aurait aimé voir contre John Cena. Mais disons que je trouve ça. Moi, j'aime bien que quand dans le catch tout coule pas de source. Et voilà, tout d'un coup, au milieu de tous les bangers, pour reprendre l'expression des jeunes que nous fait John Cena, bon voilà, il se fait un peu rouler sur la gueule par Brock Lesnar. Brock Lesnar, ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu.
visiblement, la WWE a aussi quelques projets pour sa fin de carrière à lui aussi. On le verra plus tard dans le War Games, on le reverra très certainement en 2026. Donc voilà, je trouve il a jobé pour son copain, entre guillemets, c'était pas dérangeant. Et, euh, et c'est vrai que moi j'aime bien ouais, quand il y a des surprises, et on va dire que la dernière vraie feud de John Cena finalement, ça soit contre Dominic Mysterio, ça soit autour du titre intercontinental, et ça permette de ramener Sheamus et Rey Mysterio. Ouais, c'était vraiment hyper agréable, hyper bien fait, hyper sympa. On sentait qu'il était vraiment dans une période ouais, vraiment où tout le monde savourait ce qui se passait quoi. Et Ouais, puis il était avec les copains là. Hein. c'est ça. Sheamus et alors Ah oui. Rey l'accompagne depuis ses débuts. Ouais. Hein, Rey Mysterio a commencé en En même temps, 2002 à la finalement. WWE, hein, mais Ouais. avant, il avait fait beaucoup de choses. Et Cena commence aussi en 2002, donc ils étaient à SmackDown tous les deux. Donc il y a un lien de 25 ans quoi entre eux quoi, ou 23 ans. Et Sheamus, c'est pareil, c'est Cena qui la met sur la carte quoi. Quand Sheamus arrive, et ben il bat qui? Il bat John Cena pour prendre le titre. Donc voilà, c'était génial. Mais je partage tout à fait ton avis hein, Mm. sur le fait qu'il fallait vraiment qu'il y ait ces deux périodes. Le côté heel d'abord et le côté face. Si par heel, ça aurait été inconcevable pour les fans. Donc il fallait effectivement commencer par ce heel turn et finir par le côté face. Ouais, on va revenir dans quelques secondes sur l'analyse complète de l'année. Il reste un match. Il reste le dernier match de John Cena. Ça fait un moment hein, qu'on nous annonçait que son dernier match serait un Saturday Night Main Event, donc le 13 décembre 2025. Alors déjà, c'est un sujet en soi, on pourra en discuter. Hein, c'était pas un Premium Live Event, c'était pas un WrestleMania, c'était pas un Survivor Series. Est-ce que c'est bien ou pas? En tout cas, les Saturday Night Main Event, voilà, c'est la WWE qui a repris ça depuis, allez, un an ou deux, je dirais. Oh non, Euh, moi ça, je crois Moins? que Oh c'est non? 2025. Hein. C'est que Peut-être, l'année ouais. dernière qu'ils reprennent. Hein. Bah ouais, peut-être bien, t'as peut-être raison. Je suis en train de regarder en temps direct. Mais non, il y en avait un en décembre 2024, tu vois. Ah, il y en a eu un décembre. Bon, mais voilà. Ouais, Bon, décembre d'accord. 2024, où on avait eu notamment, enfin, là, j'ai aucun souvenir, tu vois. C'est pas le match où il y a Euh, eu Gunther contre Jay ou il n'y avait pas eu un match pour la non, ceinture là-dessus? Gunther contre Finn Balor et Damian Priest en triple threat. Ça devait être chouette, mais je t'avoue, je n'en ai pas souvenir. Ah ouais, moi Euh, non plus. Mince. Chelsea Green avait battu Michin. Ah, c'était la première championne des États-Unis. C'était ouais, voilà. Ah Bon, oui, ça, je m'en rappelle, ouais. voilà. Et il y avait un main event Cody Rhodes contre Kevin Owens. Ah oui. Et c'était, ah oui, alors ça, si, on s'en souvient tous. Et c'est Après le juste match, derrière. Voilà. Après le match, Kevin Owens lui fait un pile driver et part avec la ceinture. C'est là où il a volé la ceinture, souvenons-nous. Donc voilà, bon, ça faisait un an, quoi, en gros, qu'il y avait des Saturday Night Main Event. Et ben John Cena, donc en fait, ne choisit pas son adversaire, mais il laisse la WWE créer un tournoi, le Last Time Is Now Tournament, pour savoir qui affrontera John Cena. Alors déjà, on va parler de ça, enfin on va parler de tout ça évidemment. Ce tournoi, il a un drôle de goût, je trouve, puisque bah, on est prévenu, hein, on nous dit qu'il y aura des gens de Raw, de SmackDown, et il y aura même des gens, John Cena nous dit, qui ne travaillent pas ici. Et effectivement, dans ce tournoi, on va revenir quelqu'un comme Zack Ryder, on va revenir quelqu'un comme Dolph Ziggler, mais bah, ces retours-là, qui sont pourtant salués et acclamés par la foule, bah, sont des retours perdants, hein, puisqu'ils perdent assez vite dans le tournoi. Dans le tournoi, il y a quelqu'un comme Sheamus, il y a Damian Priest, il y a plein. Je vais pas refaire toute la carte, c'est un peu long, mais bah, le tournoi finit par la victoire de quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis des mois et qui fait son retour exprès pour ce tournoi, c'est Gunther. Gunther, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était à SummerSlam et il perdait hein, contre CM Punk, son titre mondial. Donc Gunther revient et Gunther gagne. Gunther gagne le tournoi, il gagne toutes les étapes. Alors, est-ce que tu te souviens contre qui il arrive en finale? J'ai un petit trou dans la tête. LA Knight, voilà, c'était ça. Il avait LA Knight en LA finale. Knight, et avant, il avait battu Solo Sikoa. Ouais, seul aussi, quoi. Et donc, il affronte John Cena à Saturday Night Main Event contre Gunther. John Cena contre Gunther. Gunther avait annoncé la couleur. Il a dit, moi, John Cena, je vais le faire tap out, je vais le faire abandonner. Bon, on y croyait ou pas? Eh ben, il a réussi. C'est effectivement comme ça qu'a fini la carrière de John Cena à la WWE, sur un match contre Gunther. Bah, tout simplement par soumission, il tape, il abandonne sur un match qui a duré, je retrouve ça de suite, 23 Une minutes vingtaine de 45, minutes, ouais. ouais, une vingtaine de minutes.
dont Gunther, qui avait battu Solo Sikoa, qui avait battu Carmelo Hayes aussi, et Javon Evans pour avoir tout le tournoi. C'était un gros tournoi, hein, ils étaient 16. Ça avait commencé au huitième de finale. On avait eu le Miz aussi, qui nous a ensuite dit toute sa tristesse de ne pas être face à John Cena, de ne pas avoir un dernier match. Il y a eu donc Zack Ryder, il y a eu Dolph Ziggler, ça je l'ai dit, il y a eu Finn Balor, Penta, Rousseff aussi, qu'on n'a plus trop revu depuis. Bref, le dernier match de John Cena, il abandonne pris dans une prise d'étranglement et il abandonne en souriant presque, comme soulagé d'en avoir enfin fini de cette longue carrière. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette fin, de ce dernier adversaire et de ce tournoi en fait de se dire le dernier adversaire de John Cena, c'est pas une rivalité finalement, c'est pas une feud, c'est en gros le meilleur de tout ce que le catch nous propose. Est-ce que c'était la bonne idée d'après toi? Euh, pour moi, non, c'était pas la bonne idée. Le bon adversaire, oui, mais pas la bonne idée. En plus, c'est un tournoi qui coûte cher puisque Penta se blesse à l'épaule, Sheamus est blessé, donc il y a quand même certaines voilà peu de poisse sur ces deux lutteurs. Comme tu l'as dit, tu fais revenir Matt Cardona, Zack Ryder pour pas grand chose. Bon, moi, effectivement, j'en ai un petit peu rien à cirer de lui, mais voilà, les gens avaient l'air d'être contents. Et Dolph aurait peut-être mérité une meilleure exploitation, mais bon, après, ils sont pas sous contrat avec la WWE, donc c'était déjà sympa de les mettre dans le tournoi, et je pense que c'est surtout une demande de Cena là-dessus. Après, moi, ce qui m'embête dans cet aspect tournoi, c'est que Cena n'a même pas été présent. Il n'a pas besoin d'être de se battre, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, mais au moins être présent pour voir la finale, au moins être présent pour essayer de donner son avis sur qui il voudrait, peut-être être au commentaire, mais là on n'a rien, c'est-à-dire c'est une suite de matchs et il n'y a pas d'interaction avec Sina, hormis lors du finish quand Gunther est officiellement l'adversaire et qui balance deux ou trois conneries en disant qu'il allait le faire abandonner. Donc moi ça m'a un petit peu déçu ça. Voilà, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus présent. Et puis après, le match en lui-même et même le show en lui-même, parce que Cena avait choisi sur ce dernier Saturday Night Main Event. Alors effectivement, j'aurais préféré qu'il fasse ça sur un WrestleMania, mais écoute, le Saturday Night Main Event a permis que ce soit un show que Cena souhaitait à son image, c'est-à-dire qu'il a permis de faire une alliance entre des amis à lui, des catcheurs déjà avec un palmarès, déjà voilà, qui soient déjà à la WWE depuis des années, qui soient légitimes. Et puis des petits jeunes, on a quand même eu Bailey contre Sol Ruka, on a eu Oba Femi qui a fait un gros match contre Cody, on a eu les deux petits jeunes bondissants, Leon Slater et Jivan Evans contre AJ Styles et Dragon Lee. Donc c'était plutôt pas mal d'avoir finalement le fait que ce soit Saturday Night Main Event a permis de faire ça. Et puis le match en lui-même, Gunther contre Cena est bien. Cena a encore tout donné. Ça passe au travers des tables. Il y a des attitude adjustments, il y a des powerbombs, il y a des splash. T'as une avalanche attitude adjustment. Voilà, t'as vraiment un très bon match. Mais voilà, il y a alors que John Cena perde, c'est pas grave, c'est normal même. On est sur quelqu'un qui passe le flambeau, qui va arrêter sa carrière. Et on l'a vu derrière, il y a deux autres catcheurs qui ont pris leur carrière, leur retraite, et un qui est quand même pas aussi important que Cena, mais au Japon qui est adoré, qui est Tanahashi. Tous perdent, c'est normal, c'est le dernier match, tu mets en avant la future génération. Mais j'avoue que le faire soumettre était peut-être un peu trop. Et puis il nous joue le mec qui fait bon les mecs là j'ai tout donné, j'en peux plus. Voilà, je sais que je m'en sortirai pas. C'est terminé, j'arrête et puis voilà. D'un autre côté, là le Gunther, il est lancé et tu en as parlé tout à l'heure de la streak de l'Undertaker. Il est lancé comme un Brock Lesnar l'avait été grâce à cette streak qu'il avait battue et cassée. Moi je vois Gunther être un des projets monstres de la WWE dans les années à venir, dans les mois qui viennent. Voilà, donc l'adversaire était le bon, le match était bon. J'aurais aimé peut-être qu'il n'abandonne pas, qu'il tombe dans les pommes. Mais est-ce que le fait d'avoir abandonné, mais une grosse emphase sur Gunther, c'est aussi possible qu'il ait fait ça comme ça. Moi, le point où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense que l'adversaire était le bon.
mais je pense que ce tournoi, en fait, a créé plus de déception et de frustration vis-à-vis du public que du positif. Dans le sens où Gunther, il aurait pu être un challenger tout à fait naturel. Euh, Ils auraient pu nous faire ça de manière beaucoup plus simple. Effectivement, moi, par exemple, on aurait pu très bien imaginer John Cena qui vient un jour, qui prend le micro et qui dit voilà, la WWE, l'autorité m'a proposé quatre noms que je rêverais d'affronter, quatre gens que j'ai jamais affrontés, mettons, euh, et, euh, et ils vont faire un Fatal Four Way et on met Gunther contre Penta, contre j'en sais rien, LA Knight et puis un autre, et ils font un match et puis après on sait que c'est Gunther. Dans ce tournoi, alors ça nous a fait plein de matchs sympas, hein, mais comme tu dis, bon déjà il y a eu des blessés, bon ça c'est pas la faute de la WWE, mais je trouve que en fait les apparitions de Dolph Ziggler et de Zack Ryder, c'est cool pour eux. Et d'ailleurs, Zack Ryder, il est re-signé un peu plus tard, mais voilà, en fait, ils ont perdu de suite et j'ai l'impression que la foule, ça les a, le public et les suiveurs sur les réseaux sociaux, ça les a un petit peu énervés. En plus, tu as suivi ça sûrement comme moi, même si on essaye de se protéger un peu des spoilers. Il y a eu une énorme rumeur autour de Edge qui a traîné. On dit Edge, il est plus sous contrat à la AEW, il va revenir, ça va être lui le dernier adversaire de John Cena dans ce tournoi et tout. Bon, ben au final, pas du tout. Donc j'ai l'impression que pour une partie des suiveurs, bon sur Internet, mais même aussi dans les stades, Gunther, qui aurait pu être l'adversaire parfait, s'est retrouvé être l'adversaire que personne ne voulait trop voir contre John Cena parce que c'était trop évident en fait dans ce tournoi. Gunther, il a roulé sur tout le monde, il a fait comme il fait toujours. Et en fait, je trouve qu'il n'y avait pas besoin de cette longueur de tournoi pour arriver sur Gunther. Euh, C'était une belle idée de dire on met un peu tout le monde dans la valise et puis on aura des super matchs, on aura des Rousseff, on aura des Fear, on aura des ça. Mais ouais, je trouve qu'au final, ça fait le résultat. On se dit bon bah tout ce monde-là pour finalement bon que ça soit juste Gunther qu'on pouvait s'y attendre. En plus, il avait envoyé déjà à la retraite cet été Goldberg, etc. Le match en soi, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. L'abandon, moi je vais dire que je trouve ça plutôt bien, dans le sens où voilà, il a choisi sa fin, il a choisi le moment, la seconde où ça y est, il a arrêté. Ce qui permettait aussi derrière d'avoir ce petit moment où il pose ses affaires, où il s'en va, où il enlève ses chaussures, parce que s'il avait fini complètement étouffé, inconscient, ça aurait fait un petit peu bizarre. Mais on a eu d'ailleurs une fin assez sympa, hein, où tous ses copains viennent, il y a CM Punk, Cody Rhodes qui lui serre la main, etc. Je pense que le tournoi était peut-être une fausse bonne idée, mais est-ce que vraiment il y aurait pu avoir un truc sur lequel on se serait dit ouais ça c'était vraiment la meilleure idée à faire pour le dernier match de John Cena. En fait il y a tellement d'enjeux sur ce dernier match de John Cena que je pense qu'on aurait forcément il y a forcément des gens qui auraient été déçus. Si ça avait été Edge qui était revenu nulle part, on aurait très bien pu se dire ouais d'accord ok John Cena son dernier match il le fait contre un mec qui a son âge et qu'il a affronté 10 fois au lieu de faire monter un petit jeune. Je pense que ça aurait forcément été sujet à discussion. Maintenant, oui, je pense que Gunther, c'est le bon gagnant, c'est un bon projet, que Gunther va encore en entendre parler pendant 10 ans. Maintenant, est-ce que c'est de bon ton de lui faire une sorte de gimmick pendant les années qui viennent de celui qui envoie à la retraite tout le monde? Je sais pas, peut-être qu'une fois ou deux c'est bien, peut-être que si ça fait 4 ou 5 fois, peut-être que voilà, au moment où on vous parle, on ne sait pas encore s'il va envoyer AJ Styles à la retraite. Il y a des gens qui disent qu'il enverra peut-être Brock Lesnar à la retraite. J'imagine que durant la carrière de Gunther, il y a des gens comme CM Punk ou comme Rey Mysterio qui prendront leur retraite. Peut-être qu'il ne faut pas tout lui mettre sur le dos à lui non plus, mais là, en tout cas, après une grosse année de Gunther et une longue période un petit peu difficile où on l'a pas vu post-SummerSlam, ça le repositionne comme, on va dire, mal dominant. Donc la victoire est légitime et la dernière de John Cena a été plutôt bien exécutée, je trouve. Ouais. Je suis partagé encore une fois. Euh, Parce que j'essaie de toujours trouver le bon dans toute chose. Edge, j'y croyais pas du tout. Voilà, il était sous contrat avec la AEW, donc j'y croyais pas un instant. Mais comme je te disais, moi je suis content que ce soit Gunther parce que c'est un gars qui fait toujours de bons matchs, qui nous donne toujours, qui nous livre toujours la marchandise. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est bien de lui avoir fait donner Goldberg, donner John Cena, mais là on lui donne peut-être trop rapidement Edge Styles, mais c'est rentré dans un autre débat. Voilà, après Cena, je reste persuadé, a choisi. Il a dit voilà, c'est Gunther. J'ai revisité les matchs avec mes potes, Punk, Orton, avec des anciens avec qui j'ai déjà travaillé. J'ai partagé le ring avec le
le visage de la WWE actuel, Cody. Je me suis fait je pense les deux futurs stars que sont Logan et Dom Dom. Et puis le plus gros heel qui est à l'heure actuelle, à part si tu comptes bien entendu Brock Lesnar. Voilà, pour moi c'était bien fait. Le tournoi, je suis d'accord avec toi, on aurait pu faire, même si tu fais pas un Fatal 4-Way, tu peux faire une bataille royale, tu peux faire ce que tu veux, mais en une soirée c'est plié, t'as déjà quelqu'un et tu peux oui, faire une vraie feud là-dessus. Moi c'est ça qui m'a manqué sur ce dernier combat, qu'on n'ait pas un petit peu plus de choses. Après, si tu regardes le résultat brut, Gunther est encore plus détesté, a encore un rôle encore plus fou actuellement. Quand le lendemain il appelle, il dit qu'il a fait taper Cena comme une bitch, mais c'est énorme. Et tu vois le plaisir qu'il prend au micro, qu'il prend le plaisir à ce que la foule le hue. Je pense qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, hein. Encore une fois, ça a parlé sur les réseaux, ça a fait des clashs, ça a de la controverse. Donc ils ont eu ce qu'ils voulaient et encore une fois, Sina il est parti selon ses termes, qu'on n'aime pas, c'est comme ça. Oui, je pense qu'effectivement, John Cena a beaucoup dit dans les réseaux qu'il n'avait pas vraiment choisi tous ses adversaires, qu'il avait laissé la WWE choisir. Honnêtement, ça ressemble quand même beaucoup à une année qui est choisie par John Cena quand on regarde les Oui, adversaires. j'y crois C'est pas un instant. voilà. Ou alors, si c'est vrai, ils sont tombés sûrement d'accord. Alors, justement, avec cette année qui se finit, est-ce que toi, tu as des gens que tu aurais aimé voir ou des petits regrets ou des petits trucs moi, je trouve quand même que globalement, l'année de John Cena, elle penche un peu plus côté nostalgie avec les CM Punk, les Randy Orton, les Brock Lesnar, les AJ Styles, et peut-être un peu moins du côté de mettre les nouveaux en avant. Alors tu l'as dit, hein, il a adoubé Cody Rhodes, mais qui avait pas vraiment besoin de ça. Il a affronté Dominic Mysterio, Logan Paul, il a affronté des vrais main eventers. C'est vrai que j'aurais pu, dans un autre monde, imaginer un John Cena qui laisse un peu plus de temps à des affrontements contre, par exemple, des Damian Priest, des Alistair Black, des euh, Moi j'aurais bien aimé qu'il se tape la vision. Honnêtement, qu'il ait une interaction avec la vision. c'est vrai que Et la tous vision les est Braun Breaker, Bronson ouais, Reed, à mon avis, ça leur aurait apporté quelque chose. Et ouais. puis il y a quand même un catcheur où il y a eu quand même une grosse animosité entre les deux. Rollins où il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'interaction avec Rollins. Reigns aussi, il n'y a rien eu avec lui, mais bon, Reigns c'est également part-timer, donc c'est un petit peu normal. Mais moi, mon gros regret, ouais, effectivement, c'est Drew McIntyre déjà. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Drew McIntyre qui aurait fait un heel mémorable et qui aurait pu être aussi le dernier adversaire de Cena. Et puis The Vision, hein, Breaker et Bronson Reed. Ouais, bah écoute, tu vois, je les ai même pas pensé à les citer en premier réflexe, mais t'as raison, ouais, ça aurait été Braun Breaker contre John Cena. Je pense qu'au micro, il y aurait eu une feud formidable et de beaux affrontements. C'est vrai, ça aurait pu être ça, hein, si on avait oublié le tournoi, on aurait très bien pu imaginer post Survivor Series. En plus, voilà, le Vision Survivor Series, ils ont quand même fait du lourd, hein, ils ont gagné. On aurait très bien pu imaginer le lendemain des Survivor Series, un John Cena qui prend le micro, qui dit voilà, il me reste plus qu'un match, et puis le Vision qui débarque et qui dit bah voilà, notre nouvel objectif c'est de te faire la peau en gros, et ça aurait pu être quelque chose de sympa. Peuple de Ketchup, si vous nous écoutez dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous préférez ce scénario, le scénario de Deadpool Vince, et on va aller présenter son CV à Stanford. Un peu compliqué en ce moment hein, pour avoir les visas pour les États-Unis, Ouais, mais ouais. tu peux télétravailler. Je pense que tu pourras télétravailler. Ouais, non, mais même Drew McIntyre, je sais pas ce que t'en penses, mais en dernier adversaire par rapport à Gunther, ça fait pas non plus. Ouais, c'est pas non plus négligeable, hein. Tu pouvais le mettre carrément, hein. Ah oui, oui, complètement, oui, complètement. Bon, Drew est parti sur des belles choses aussi depuis, Hmm. mais ça aurait pu, oui, oui, on aurait pu. Bon, la liste est hyper longue, hein, c'est comme encore une fois comme la streak de l'Undertaker, il y a plein de noms qu'on aurait aimé voir, mais non, il y a peut-être, je sais que certains sur Internet ont ce sentiment et je le partage de se dire il a fait plein de dates à un certain moment. Et c'est un peu dommage que sur les 2 derniers mois il ait freiné parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, hein, pendant qu'il y avait le tournament, il n'était pas là. Et c'est couillon que sur le dernier mois, il n'ait pas été là systématiquement à SmackDown et à Raw, par exemple, qui nous fasse un tout dernier mois de folie, au lieu d'être pas là, en fait, il a été quasiment pas là.
pendant les derniers mois. Une fois qu'il a perdu au Survivor Series, on l'a quasiment pas vu et les semaines d'avant, on le voyait pas trop non plus. Il aurait Ouais, pu. mais Ouais. ouais, mais t'as le, tu te dis, est-ce que on le fait avoir beaucoup de dates? Alors moi, je partage ton avis, hein, que qu'ils viennent et tout ça, au risque de le voir se blesser. Peut-être qu'il vaut mieux qu'il se repose, qu'il s'entraîne tranquillou, qu'il ait pas des heures d'avion, parce qu'il voyage aux quatre coins du monde, hein, quand même, et des États-Unis plus généralement, mais aussi aux quatre coins du monde. Donc peut-être que c'était aussi ça, se dire on va le garder un petit peu dans le coton, dans le formol, pour pas qu'il se blesse, pour que les dates qu'on a prévues, il puisse les faire, toutes les dates, et qu'il n'y ait pas un sentiment, voilà, où les pauvres, eh ben, soit spectateurs, soit téléspectateurs que nous sommes, se disent ben mince, Sina devait faire son dernier match, il s'est pété, ben on n'aura pas le dernier match. Donc c'était peut-être ça la raison derrière laquelle il y avait un petit peu moins de présence de sa part. Mais en soi, je suis d'accord avec toi, hein. Sur la fin, on le voit presque pas. Mm. Bah, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut totalement saluer, effectivement, et tant mieux pour la WWE et pour lui. C'est que John Cena a fait une dernière année sans blessure et sans souci majeur. Donc ça, tout s'est déroulé sans accroc, comme on dit. Donc, donc félicitations. Félicitations à la WWE et à lui d'avoir réussi à gérer les choses du mieux possible. Moi, si on résume, hein, avant de se laisser mon bon Vince, ça s'est déjà un peu transcrit dans ma description, mais oui, il y a vraiment cette année en deux phases, on va dire les débuts où on devine pas trop un heel turn, puis le heel turn, qui, à mon sens, a eu le mérite d'exister, a eu le mérite d'être tenté, il a eu le mérite d'être revenu en arrière quand on se dit bon ok ça marche pas, ça prend pas, on va voilà John Cena il a son règne heel et ben il rétrograde et donc je trouve qu'ils ont géré quand même une année avec beaucoup d'intelligence. Une année full heel, comme tu l'as dit, pas possible. Une année full babyface, full match façon AJ Styles avec plein de références, ça nous aurait peut-être un peu saoulé. Euh, un John Cena voilà, qui arrive méchant contre Randy Orton, qui arrive méchant contre CM Punk, c'est des trucs qui étaient intéressants à creuser. Voilà, moi j'ai pas grand chose à redire et vraiment je trouve que John Cena a réussi largement son pari de se dire bah je suis quelque part le premier grand catcheur de l'histoire qui arrive, qui dit je fais une dernière année, je m'arrête, qui fait une dernière année et qui s'arrête. Je trouve que le plan est une incroyable réussite. Il y aura toujours, oui, cette déception de ce heel turn qui nous promettait beaucoup et qui nous promettait quelque chose qu'on imaginait déjà bigger than life avec le rock, avec tout ce qu'on avait pu avoir comme ambiance à WrestleMania 40. Voilà, je pense on s'imaginait la même chose, on est un peu déçus. Ensuite, ils ont su raccrocher les wagons. Il nous a montré peut-être certains de ses meilleurs matchs de ces dernières années sur les derniers mois. Et il finit sur un adversaire. Ah, en fait, c'est comme tout truc qui a énormément de pression à la WWE, hein, comme la fin de la streak, je reviens toujours à ça, comme je sais pas moi, le dernier match de Shawn Michaels ou le dernier match de, 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 de Goldberg ou déjà hein, chanceux sont les catcheurs qui ont pu vivre leur dernier match en sachant que c'était le dernier. Hein. Il y a des gars comme Triple Mm. H très probablement qui n'en ont jamais eu conscience ou d'autres. Donc moi je pense qu'il peut largement être heureux et je pense qu'il l'est et je pense qu'on peut être heureux d'avoir vécu cette dernière année de John Cena comme elle s'est passée. Il y aura toujours des petites choses qu'on aurait les uns et les autres vues différemment, mais peuple de Non, mais ketchup, n'hésitez pas dans les commentaires, mais moi je trouve on a réussi, ils ont réussi. euh, sur le gros de l'analyse, je suis complètement d'accord avec toi. Là, encore une fois, on tombe, on crache sur la WWE. Il y a beaucoup de bashing et tout ça sur Triple H, etc. Mais tu l'as dit, déjà, ça n'avait jamais été fait de faire un Farewell Tour. Il y en a eu des superstars qui ont fait des derniers matchs et tout ça, tu les as cités. L'Undertaker qui fait son dernier match contre AJ Styles pendant le Covid et tout ça, qui revient pas. Voilà, ils n'ont pas eu cet honneur-là. Et Cena, eh ben, il l'a eu, il l'a fait, il l'a très bien fait. Effectivement, toute une année en heel, ça aurait pas pris, c'était pas possible vu la tournure des choses. Faire que des matchs de gala, il aurait toujours dû escalader pour faire toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Et c'est pas possible là-dessus. Il se serait blessé, c'est une certitude. Alors que là, on a eu de tout. On a eu
des matchs revisités. On a eu un titre de 17 fois champion, donc ce qui prouve quand même, parce que Ric Flair, c'est des titres à la WCW et des titres à la WWE. Là c'est toute la carrière à la WWE. Il est jamais voir ailleurs. C'est incroyable, quoi. Faut se rendre compte que son premier titre, si je dis pas de bêtises, ça doit être WrestleMania 20. Donc WrestleMania 20, on a eu le 41, donc c'était en 2004. Il est champion à WrestleMania 41. Je sais pas si on s'imagine la longueur de cette carrière, quoi. Être au top, être en main event de WrestleMania 20 ans après, quoi. C'est juste formidable ce qu'il fait. Et puis de mettre aussi en avant, les jeunes comme il l'a fait, Logan, Dom Dom, de mettre en avant un gros heel comme il l'a fait, parfait, quoi. Il y a rien à dire, quoi. Chapeau bas l'artiste. Voilà, c'est tout. Et en plus, ouais, ils réussissent à nous remplir des objectifs de vie comme le Grand Slam Champion. Ouais. Je pense à un moment où on s'y attendait plus du tout, on n'y pensait plus face à Dom Dom. Enfin, c'était aussi très bien vu. Très bien vu. Je trouve qu'il y a eu plein de moments comme ça qui ont fait que c'était pas du tout une année linéaire et qui ont fait que, ben, mine de rien, toute l'année, on a gardé l'œil sur John Cena. C'était son année, c'était sa dernière année et c'était son année. Mm, mm. Voilà, quoi, il était capable d'être sur tous les niveaux. Le titre mondial, le titre intercontinental, Logan Paul, effectivement, il aura régalé jusqu'au bout. Et puis bah voilà, tout le monde, tous les gens qui ont eu la chance de le voir en live, je pense, ont passé une belle dernière année. Ce qui est chouette C'est tout aussi, à je fait pense, ça. c'est que on disait souvent qu'il n'y a pas de retraite dans le catch. Notre ami Ringside dit souvent ça. Et parce que beaucoup de catcheurs, je pense, ben, ont du mal à arrêter. Alors, il y a des raisons financières, hein, c'est un métier, voilà, une fois qu'on a fini le monde du catch à 45 ans, 50 ans, qu'est-ce qu'on fait derrière? Bon, il y a des catcheurs, je pense que c'est autre chose, hein, clairement, quand Chris Jericho continue de catcher ou Edge, je pense que ces gens-là sont à l'abri du besoin, je n'ai pas leur compte en banque, mais je suis pas très inquiet pour eux. Peut-être que ça donne aussi envie aux catcheurs, à ses confrères, de se dire ah putain, c'est cool, moi aussi j'aimerais bien faire un truc un peu comme ça. Et bah, c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre pour Edge Styles, mais ça, peuple de catch-up, on saura bientôt. Alors, il faut pas non plus que tous les ans on ait un catcheur qui nous fasse sa tournée d'adieu et que ça bloque un peu l'attention de tout le monde, hein, parce qu'il y a du monde là qui va frapper à la porte aussi, hein, comme je disais, des Randy Orton, des CM Punk, des Rey Mysterio, ils vont bien finir par s'arrêter, mais que les catcheurs décident au moins de se dire bon ok là je fais un dernier mois ou là c'est mon dernier match, et on le vit un peu dans cette ambiance là, au lieu d'avoir des catcheurs qui un match après l'autre continuent et puis un jour bah il y aura la blessure de trop et on sait jamais quand est-ce qu'ils reprendront. Je pense qu'il y en a peut-être qui préfèrent finir comme ça, hein, tel Molière qui meurt sur scène. Il y a peut-être les frères Hardy, je les imagine bien continuer jusqu'à la blessure définitive, qu'on leur souhaite le plus tard possible. Mais ouais, je trouve que ça crée c'est bien de prendre le temps de pouvoir, je trouve, célébrer la carrière d'un grand catcheur et de se dire, ok, voilà, ça c'est peut-être son dernier match ou ses deux derniers matchs ou autre. Ça fait joli, je trouve, plus que de voir les catcheurs continuer, des fois, parfois, jusqu'à arriver au moment où ils sont plus du tout au niveau. Et puis à un moment, il y a un dernier match. Bon, on sait pas, il y a une Ah, faute. Et puis ça s'arrête comme ça sans qu'on le sache vraiment. tu sais, après, t'as plusieurs façons d'en terminer avec le catch. Sina, de par le personnage qu'il avait, il peut pas se contenter après d'être un manager ou un général manager, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui non plus a révolutionné son personnage. Souvent, il a pas changé de gimmick. Ça a été The Marine pendant une vingtaine d'années et ça a été le visage à WWE. Voilà. Que un Jericho qui s'est sans cesse renouvelé, un Edge qui a souvent fait évoluer son personnage. Voilà. Et puis Edge, c'est un petit peu spécial. Il a quand même été forcé d'arrêter pendant presque une dizaine d'années et pour revenir maintenant. Donc, il doit être encore un petit peu plus frais parce qu'il faut pas se leurrer non plus. Je pense que Sina, il est pété de partout, hein. Il s'est blessé quand même à quelques reprises pendant sa carrière. Et là, je pense qu'il est au bout. Il pouvait plus. Et voilà. Après, je te rejoins. Tu peux pas faire un farewell tour pour chacun. Parce que là, on a que des légendes qui vont partir à la retraite bientôt. T'as Styles, donc j'espère que c'est pas samedi, mais ça en prend quand même bien le chemin. T'as Rey Mysterio. Tu as donc notre ami Randy Orton, même si lui dit qu'il veut continuer longtemps. T'as CM Punk, t'as Lesnar. Voilà, t'as toute une tripotée de mecs qui vont arriver. Est-ce que un farewell tour,
Est-ce que tu peux le faire pour tout le monde? Je suis pas sûr. Je pense que c'est vraiment là, Cena, c'est alors comme je l'ai dit, hein, pour moi, c'est un talent générationnel. C'est pas le GOAT parce que c'est impossible d'avoir un GOAT sur toutes les années parce que c'est tellement le catch a tellement évolué, la discipline a tellement évolué que c'est très compliqué d'avoir un GOAT. Mais là, on avait le talent générationnel des 20 dernières années, donc il fallait marquer ce coup-là. Est-ce que d'autres le méritent? J'en suis pas certain. Oui, t'as raison. C'est vrai que c'était un cas exceptionnel, un catcheur exceptionnel, fin de carrière exceptionnelle, c'est vrai. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que j'ai du mal à imaginer John Cena dans un rôle télévisé de manager ou autre, tout simplement parce il phagocytera complètement le Ouais, public bien et sûr. que Ouais. imagine que tu es dans un SmackDown, mettons, j'en sais rien, disons à Minneapolis, tiens, pour citer une ville à laquelle on pense fort en ce moment. Si tout d'un coup tu vois un écran où tu vois un John Cena qui discute avec quelqu'un backstage, comme on voit aujourd'hui un Adam Pearce, euh, et s'il vient pas sur scène, tu seras hyper frustré, je pense. Donc ça va voler la vedette et je pense qu'il sait ça et qu'il tient promesse. Je dis qu'on le verra très certainement au Hall of Fame et qu'on le verra probablement dans des événements un peu comme ça. Peut-être si un, voilà, je sais pas moi, si on fête les 10 ans d'Euro sur Netflix dans quelques années ou dans une cérémonie ou si nous refont Ouais, mais des Raw reviews. il a dit qu'il serait ambassadeur de la WWE, Ouais, hein, c'est ça. après. Ouais. Ouais. Non, non, il changera pas sa passion pour la WWE et le fait d'être présent, mais je pense qu'effectivement, il le sera d'une manière qui respectera les catcheurs présents et l'équipe présente. Ouais, je pense que ça, c'est un gros souci chez lui, c'est de rendre Oui, l'héritage, tu vois, qu'il a eu. Parce que quand il arrive, bah, il a dit 50 fois et je pense que tout le monde a vu ce match-là contre Kurt Angle quand il arrive et voilà, on l'a jeté à l'eau. Il a mis un petit peu plus de temps que les trois autres qui sont arrivés en même temps que lui, Lesnar, Orton et Batista. Mais une fois qu'il a attrapé, allez, comment on pourrait dire ça? Une fois qu'il a attrapé un petit peu la queue du Mickey, quoi. Voilà, la timbale, il l'a pas lâché. Et quoi qu'on en dise, hein, comme je l'ai dit, je suis pas son plus grand fan, mais il était tout le temps là, hormis sur blessure, il était tout le temps là, il était WWE tout le temps, les make a wish, les machins, les trucs chouettes. Voilà, gros respect à ce monsieur, c'est tout. exactement. Eh ben écoute, Vince, je pense qu'on a bien fait le tour de cette dernière année de John Cena. Yes. On pense très fort aussi à ces grands fans comme Giscal qui n'a pas pu être là, mais peut-être qu'il réagira dans les commentaires. En tout cas, voilà, peuple de ketchup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce dernier tour de piste pour le seul grand 17 fois champion du monde de la WWE. C'était aussi quelque chose qui a vraiment occupé l'année, hein, donc moi je suis aussi curieux de voir maintenant voilà cet après John Cena qui se met en place avec des gens comme Gunther, avec un Royal Rumble qui est là, avec un WrestleMania qui va se mettre en place. Donc voilà, c'est une nouvelle page pour la WWE. John Cena n'est plus là, même si son nombre continue d'être au-dessus de nous. Et bien sûr, sur Catch-Up, on va continuer à vous parler de tout ça, mais ça nous faisait plaisir de nous poser autour d'un petit verre pour en parler. Exactement. Voilà. Et ben Vince, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures pleines de catch. Et bien, pareil, tout pareil. J'espère qu'on se voit rapidement pour d'autres reviews, previews, comptoirs, tout ce qui nous permet de partager cette passion. Grand merci à Tsina pour cette dernière année. Peuple de catch-up, j'espère que vous allez apprécier, pardon, ce qu'on a fait, cet échange qu'on a pu avoir et qu'on aura bien mis en valeur notre ami John. Pensez pour Giscal aussi, qui c'est pas passé loin qu'il soit avec nous. Bon, j'espère qu'il réagira, qu'il nous dira ce qu'il en a pensé. On n'a pas trop abîmé son idole. Voilà. Non, on a été gentil. Voilà. Allez, merci Sina, effectivement. Merci Vince d'avoir été là. Merci de nous écouter. N'hésitez pas à partager, à faire connaître si vous avez des amis fans de catch. On est là et on continue pour cette Road to WrestleMania 2026 et pour cette année pleine de catch. Ciao Vince. Ciao à toutes et à tous. Salut à tous et 5 Sina. Thank you Sina.